ça fait partie d'une démarche, d'une longue démarche. On a commencé il y a plus de 20 ans avec Fireworks About Your Music de Handel, avec 101 musiciens. Ça a été 5 ans de préparation, de recherche, de fabrication d'instruments. Et j'avoue que j'ai pris goût à cette deux-mesures, les gros effectifs, la musique qui est conçue pour l'apparat. On a continué avec la messe de Striggio à 60 voix réelles, et puis ensuite la messe de Benevolo à 8 chœurs. Et puis j'ai continué vers Handel avec le Messie. Et pour continuer dans la démesure, lorsque j'ai vu les effectifs du couronnement de Georges II, plus de 200 interprètes, je me suis dit, c'est pour nous. Bah oui. Alors ça peut être un handicap quand on ne sait pas manœuvrer ces grosses masses. Moi j'ai un peu appris la musique, à bouger la musique avec un marbrier où j'étais stagiaire pendant un été quand j'étais jeune. Le soir, avant de me coucher, j'avais vu un énorme bloc de marbre ici. Le lendemain matin quand je me lève, alors que le marbrier c'était un vieux monsieur qui avait 65 ans, le bloc de marbre était de l'autre côté de l'atelier. Et comment il a fait? Tout simplement, en le bougeant sans le sortir de son axe, il a dansé avec le bloc de marbre, il l'a mis. Les grosses masses, c'est la même chose. Vraiment. J'ai fait un parallèle entre ça. Vous avez 100 personnes et pourtant, le moindre geste peut être fatal. Donc, vous devez absolument tenir toujours votre masse en équilibre. Et donc, tout le monde a tellement peur que tout le monde vous fait confiance. Et il y a une jubilation à avoir 100 ou 200 personnes en face. C'est pas de l'hystérie personnelle, non, c'est une jubilation technique. Et quand on voit l'écriture de Handel, on peut se permettre ça. Le type adorait ça. Donc voilà, j'ai reproduit un peu le geste et de mon marbrier et de Handel. Et au niveau sonore, évidemment, c'est exponentiel. Si vous avez une trompette, 2 trompettes, c'est bien. Mais 10 trompettes, ça ne sera pas 10 fois plus, c'est exponentiel. J'ai mis les trompettes derrière tout le monde, ça produit une énergie, c'est-à-dire tout le monde a la perruque qui part par l'avant. Ça produit et ça communique une énergie tellurique à tout le monde. Donc ces 10 trompettistes ont enflammé les 90 personnes qui étaient devant. Oui, plus il y en a, mieux c'est. Eh bien, c'est pas difficile. Rappelons un fait sociologique, les timbaliers et les trompettistes sont attachés à une personne de sang royal ou de lignée royale, un prince, un comte ou surtout un roi ou un empereur. C'est-à-dire ils sont appointés par Sa Majesté ou leurs Altesses Sérénissimes. C'est-à-dire que non seulement ils sont mieux payés que les autres musiciens de l'orchestre et du chœur, mais en plus ils peuvent arriver au dernier moment parce qu'il y a un peu moins de musique à jouer. Bref, tout le monde est jaloux de leur position. Donc ce qui représente vraiment depuis le XVIe siècle la personne royale ou de lignée royale, c'est vraiment trompette et timbales. Ils sont attachés à la personne de lignée royale. C'était une question simple, ça. Encore une fois, quand on fait de la musique ancienne, on imagine qu'on est un vieux rat de bibliothèque et puis qu'on essaie d'animer ça avec une perruque et ça fait un peu poussière. Pour faire jaune, on met un peu de rouge sur le violon et on va très vite. Non. L'Angleterre, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire, c'est le conservatoire vivant des musiques du passé. Moi, j'ai été étonné quand j'ai regardé le mariage de Meghan et Harry, parce qu'évidemment, on est tous un petit peu jaloux de tout ça. J'étais très étonné de voir le niveau de musique pendant l'office, et puis notamment ce Handel. Et c'était pas, ça me foutait le frisson parce que c'était pas du tout démodé. C'était de la musique contemporaine pour un événement sociologique extrêmement important. Donc on allait chercher le meilleur du meilleur. Et c'était Handel. Eh bien, dites donc, oui, c'est encore une musique actuelle. Ça m'amuse toujours lorsque je fais de la musique anglaise. Ça me rappelle un sujet de recherche que j'ai eu il y a 25 ans. Un chercheur britannique m'avait dit « Écoute, j'ai découvert que la couronne d'Angleterre, donc sous Louis XIV, la couronne d'Angleterre avait appointé
un musicien comme espion auprès de la couronne de France, auprès de la cour française, pour espionner l'aspect culturel et musical français. Et je me suis dit, pétard, mais Louis XIV, qui était loin d'être un type absurde, devait être au courant de tout ça. Je suis donc allé dans les papiers, les archives du ministère des Affaires étrangères ou de la guerre de la période de Louis XIV pour voir si il n'y avait pas la réciprocité. Et en effet, Louis XIV avait appointé des musiciens en tant qu'espions pour lui raconter ce qui se passait à la cour d'Angleterre. Je trouve ça formidable. Qu'il y ait autant d'interpénétration, autant d'intérêt de l'Angleterre pour la France et d'inquiétude de la France envers l'Angleterre. Alors, est-ce que Louis XIV avait déjà décelé que les Anglais avaient un assez bon goût pour la para? J'en sais rien, mais cette réciprocité m'a beaucoup amusé. Et c'est vrai que quand j'aborde Handel, ce programme, pour moi, c'est assez facile parce qu'on a, j'allais dire, une longueur d'avance sur les Anglais qui vont jouer de la musique anglaise dont ils sont fiers. Et comme c'est une musique un peu d'apparat, donc on joue ça un petit peu pompeux, un petit peu victorien. Et j'ai un autre œil là-dessus. J'ai l'œil un peu de la jalousie de Louis XIV face à ces Britanniques qui savent y faire. Donc voilà, pour moi, c'est de la musique française, européenne, quoi. N'oublions pas que Handel est allemand, il a fait ses études, certes en France, mais surtout en Italie, et puis il a œuvré en Angleterre. Donc le type a fait une synthèse formidable. Donc voilà, j'aborde Handel avec les yeux de la France. Étrange, non ?